Bonjour, je suis le docteur Olivier Marbeuf, je suis médecin hospitalier et je travaille depuis maintenant près de 10 ans auprès de patients qui sont atteints de la maladie de Huntington. Je voulais ici vous apporter un simple témoignage, témoigner du chemin que j'ai parcouru ces dernières années et de la manière dont un événement particulier m'a amené à penser différemment mon approche de la maladie. Il y a de ça maintenant 2 ans, nous étions en septembre 2012, je suis amené à réaliser un test présymptomatique auprès d'une patiente de 35 ans environ. Le résultat du test est supérieur à 40 CHG. Et donc je suis amené à la rencontrer de nouveau pour lui annoncer le résultat du test. Cette patiente, évidemment, dans le cadre du protocole, a été amenée à rencontrer plusieurs de mes collègues qui l'ont informée des conséquences de la maladie sur sa mobilité, sa vie sociale, sa vie personnelle. Donc je ne trouve pas opportun d'aborder de nouveau ces questions au moment où je lui annonce les résultats du test, me tenant au plus près en fait de ces résultats. Donc je rencontre la patiente quelques jours plus tard et je lui annonce le résultat d'un CHG supérieur à 40 et du fait qu'effectivement ce résultat rend tout à fait incontestable le fait qu'elle est porteuse de la mutation. Et c'est un moment toujours assez difficile et pénible pour les patients. Il est aussi souvent pénible pour les médecins. Dans ce cas particulier, il se passe quelque chose. Et c'est pour moi la première fois en fait que j'ai une patiente qui réagit avec une telle violence. Donc là, je suis en face d'une jeune femme qui est en colère et qui reproche à toute mon équipe et à tout ce protocole que aucun horizon ne lui a été ouvert durant ce protocole, que personne n'a ouvert une quelconque perspective et échange une possibilité autre que les mauvaises nouvelles dont est porteuse le résultat que j'annonce ce jour-là. Alors je tente de m'en expliquer, je tente d'établir le dialogue et de nuancer évidemment ce que me dit cette jeune femme à ce moment-là, mais elle refuse de m'écouter. Elle est très en colère, et elle quitte mon cabinet simplement en me précisant qu'elle refuse de continuer à être suivie par cette équipe. Et évidemment, lorsque elle quitte mon cabinet, je pense que je ne la reverrai jamais. Alors, c'est une expérience qui a été pour moi particulièrement marquante, puisque c'était une des premières fois où j'étais en présence d'une réaction aussi violente. On est très souvent en face de gens qui sont particulièrement abattus par le résultat qu'on leur annonce, et on peut tout à fait le comprendre. Cependant, dans ce cas particulier, nous sommes en face de quelqu'un qui porte accusation. Et notamment, moi, à ce moment précis, je prends cette accusation de manière très personnelle. S'écoule à peu près 6 mois. Nous sommes alors au mois de mars de l'année 2013 et je reçois un coup de téléphone. Ce coup de téléphone provient de la sœur de la patiente qui me demande un rendez-vous, évidemment en présence de la patiente. Et alors du coup, moi, je profite de l'occasion, évidemment, j'accepte, puisque ça ouvre pour moi la possibilité de renouer un lien avec la patiente et avec sa famille, ce qui pour moi était très important au regard de la manière dont s'était terminé notre entretien précédent. Donc je reçois les 2 jeunes femmes quelques jours plus tard dans mon cabinet, avec la volonté de m'expliquer un peu plus que je n'ai pu le faire lors du dernier entretien. Et là, tout de suite, la patiente me dit combien elle est déprimée et elle ne dirait pas grand-chose d'autre lors de cet entretien-là. Ce sera essentiellement sa sœur qui va prendre la parole. Et de nouveau, je me trouve en face de quelqu'un qui porte accusation. Et qui me dit « Mais comment pouvez-vous savoir ce qui va arriver à ma sœur ?» Alors je lui dis, écoutez, vous savez, mademoiselle, je suis médecin maintenant depuis plus d'une quinzaine d'années, dont 10 années consacrées à la maladie de Huntington. Je pense que les résultats qui ont été établis suite au test présymptomatique ne laissent aucun doute. Et il est de mon devoir donc d'être assez clair sur ce qui va arriver à votre sœur.
Et je suis en plus en présence d'une personne qui connaît le test présymptomatique visiblement, et je sais par ailleurs que la mère de la patiente est également atteinte de la maladie. Cependant, elle me répond ceci. Mais comment pouvez-vous savoir précisément ce qui va arriver à ma sœur en particulier? Alors je lui répète de nouveau que je suis un spécialiste, que toute une équipe autour sont aussi des personnes qui travaillent depuis fort longtemps sur la maladie. Donc elle me coupe, elle me dit « Mais pourquoi ne dites-vous pas que vous ne savez pas ?» Alors à ce moment-là, je suis un peu gêné. Je lui dis « Écoutez, soyons clairs, c'est une maladie qui évolue de manière continue, qui ne cesse d'évoluer, qui a en quelque sorte une dimension imprévisible, mais nous mettons en place tout ce qui est possible de faire, et chaque jour, pour apporter aux patients, comme à leur famille, des réponses. C'est une recherche qui est continue, et nous cherchons, parce que nous voulons trouver. » Elle me répète, « Mais pourquoi ne dites-vous pas que vous ne savez pas ?» Je lui dis, écoutez, dans ma position de médecin, mais aussi vis-à-vis des patients et des familles, je ne me vois pas du tout en position de dire que je ne sais pas. Eh bien, elle me dit, écoutez, monsieur, moi j'ai fait des recherches, et il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas. Alors j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai trouvé un institut en Hollande, qui s'appelle le Atlant Institute, et là-bas je me suis rendu, et j'ai rencontré des médecins qui, eux, disent qu'ils ne savent pas. Alors évidemment, moi je lui réponds, vous savez madame, il y a différents contextes de pratique, différents moyens, différentes institutions, et y compris différentes cultures dans la pratique. Donc évidemment, ailleurs, on peut vous dire autre chose. Et moi je suis coutumier, vous savez, les familles, les patients eux-mêmes font nombre de recherches sur Internet, cherchent des solutions, et on les comprend. Et amassent des informations qui sont plus ou moins valables. Mais à ce moment-là, moi je choisis de ne rien dire de plus à cette jeune femme que simplement... D'abord, j'ai déjà entendu parler de cet institut qui se trouve à Apeldoorn, en Hollande. Je ne l'ignore pas, et je dis simplement il y a potentiellement des pratiques différentes, mais qu'entre spécialistes, de toute façon, nous échangeons abondamment. Donc il n'y a pas de raison, en fait, qu'elle considère que l'endroit où elle se trouve est moins avancé qu'un autre. Et cependant, elle prend la peine de me raconter ce qu'elle a vu à Apeldoorn, parce que je comprends à ce moment précis qu'elle s'est rendue sur place, et qu'elle a à plusieurs reprises. Alors, évidemment, là, moi, je me trouve en face d'une jeune femme qui est dans un récit, je dirais, si ce n'est un peu romancé, en tout cas une image un peu idéalisée de l'institution, et pendant de longues minutes, je l'écoute, tout à fait patiemment, me raconter combien cet endroit a des pratiques fort différentes et combien les patients sont pris en compte d'une manière tout à fait exceptionnelle et qui n'a rien à voir avec ce qu'elle pense que sa sœur a vécu dans le protocole qu'elle a réalisé avec nous. Alors, je la remercie de son témoignage. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, pour moi, la priorité, c'est de renouer des liens avec la famille, donc je l'écoute. J'ai mon opinion, mais je l'écoute. Je la remercie et je raccompagne ces deux jeunes femmes à la porte de mon cabinet et je leur dis évidemment, j'espère que nous serons amenés à nous revoir bientôt. Et à ces mots, la jeune femme, la sœur de la patiente, me dit, écoutez monsieur, nous serons amenés à nous revoir quand vous serez capable de dire que vous ne savez pas. Bon, ben là, évidemment, à ce moment-là, et pour la seconde fois, je me dis qu'il y a au fond assez peu de chances pour qu'on se revoie de nouveau, et je dois dire que cette histoire m'attriste réellement, mais m'agace aussi. Je considère que la manière dont nous menons nos recherches est tout à fait exigeante, et je trouve quand même un petit peu difficile à entendre ce genre de remarques. S'écoulent alors plusieurs mois, et je crois qu'autour du mois de juin, je crois me rappeler, c'est au début du mois de juin 2013, j'assiste en Hollande à un colloque autour de la maladie, et je profite de ce déplacement en Hollande pour me rendre à Apeldoorn. Durant une demi-journée, je me rends sur place.
Alors, soyons clairs, hein, c'est simplement, en fait, c'est notamment par curiosité, mais parce qu'aussi on est toujours à la recherche d'informations. Ce n'est pas tant pour vérifier le récit quelque peu rocambolesque que m'a rapporté cette jeune femme, que pour simplement continuer à échanger avec des collaborateurs et des gens qui, comme moi, au quotidien, cherchent des solutions pour les patients. Me voilà donc accueilli à Apeldoorn, qui est un établissement tout à fait intéressant, soyons clairs. On y trouve un très grand nombre de soignants au regard du nombre de patients. Alors c'est un établissement qui fonctionne de deux manières. Une manière qui va être vraiment une visite à domicile des patients lorsqu'ils sont plutôt au début de leur maladie, et sinon un système d'accueil permanent, et c'est ça que je découvre quand j'y vais, lorsqu'ils sont dans un stade plus avancé de la maladie. Alors, je dois bien avouer que les médecins ne sont pas très présents dans l'établissement, ce qui effectivement ne manque pas de m'étonner. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de différences dans les pratiques, et comme je le disais, il y a des différences de pratiques partout, hein, ça dépend tout à fait du contexte dans lequel on travaille. À cet endroit, l'une des plus notables, c'est que l'usage des neuroleptiques est peut-être beaucoup moins systématique que celle que moi je connais au quotidien en France. Par ailleurs, ce qui m'intéresse beaucoup plus, et ce qui est un sujet d'échange et de questionnement fort intéressant avec les personnes de l'établissement, c'est le soin qui est apporté au cadre de vie. Alors, il faut noter qu'à Apeldoorn, on est en présence d'un établissement qui est spécialisé. Alors, on sait qu'en France, il y a quelques expérimentations qui vont dans ce sens-là, mais que ce n'est pas la direction principale que nous avons prise que de créer des établissements spécialisés pour les malades de la maladie d'Huntington. Dans ce cas précis, on a un établissement spécialisé qu'on me présente effectivement comme la meilleure manière de faire du sur-mesure pour les différents patients. Alors, bon, moi je suis intéressé, hein, je viens, j'écoute ce qu'on me dit et j'ai droit à une visite guidée de l'établissement qui est quand même assez intéressante, puisque je découvre quand même un soin qui est porté comme je disais, au cadre de vie. Alors, cela va toucher des choses très simples, des outils pratiques qui sont développés au quotidien pour le confort des patients. Ça va aller aussi d'une prise en compte de l'aménagement des chambres qui sont toutes différentes, des outils particuliers donc développés pour chacun des patients, mais aussi d'une réflexion sur les questions de sexualité, par exemple, parmi d'autres choses. Donc c'est vrai que tout ce cadre de vie qui a été créé, à ce cadre de vie s'ajoute aussi un soin porté à la question de la communication. On est en présence d'une forme de communauté d'échange où patients et soignants sont en relation permanente et en échange. Et les outils d'ailleurs qui sont développés vont dans ce sens. Moi, je trouve sur place certains outils que je connaissais, hein, comme par exemple les cendriers, donc les cendriers qui fabriquent à base de différentes sondes et qui permettent à des patients de pouvoir fumer sans prendre le risque de mettre le feu à l'établissement ou même à leur logement. Donc ça, moi j'avais déjà vu ce type de cendrier-là. Ce qui se trouve particulier à l'endroit où on se trouve, c'est évidemment un développement, si ce n'est industriel, en tout cas en grande quantité des cendriers qui équipent chacune des chambres des patients qui sont fumeurs. Par ailleurs, et là c'est un peu moins artisanal, je suis en contact à Apeldoorn pour la première fois avec ce qu'ils appellent là-bas le communicator. Alors, j'en avais entendu parler, hein, mais je n'avais jamais vu en fait cet outil utilisé de manière quotidienne par des patients. Donc là, je rencontre dans un couloir un patient qui est en fauteuil roulant et qui me salue d'un bonjour docteur Marbeuf en français, prononcé à l'aide d'un synthétiseur vocal. Qui fait partie un petit peu de l'attirail du communicator, qui comprend un écran tactile où le patient a rassemblé un ensemble d'éléments autant relatifs à sa vie personnelle et quotidienne qu'à sa relation avec les soignants, ce qui lui permet de communiquer de manière extrêmement continue, même à des stades relativement avancés de la maladie. Donc ça, c'est évidemment un outil, moi, qui va beaucoup m'intéresser. Et voilà, je vais découvrir en fait à Apeldoorn, en tout cas, des pratiques qui, si elles ne rejoignent peut-être pas la description que m'a faite quelques mois auparavant la sœur de ma patiente, sont tout de même extrêmement intéressantes. Il faut bien l'avouer. Je suis assez étonné quand même de ce que je vois là, et quand je rentre en France, je commence à réfléchir à ce qui serait possible de faire. Alors, on s'entend bien,
moi, je tente de réfléchir à ce qui serait possible de faire dans le cadre des moyens qui sont les nôtres, dans le cadre des pratiques qui sont les nôtres, dans les cadres, voilà, des équipes qui sont les nôtres. Donc, j'entreprends de réfléchir suite à cette double expérience, j'ai envie de dire, puisque la première d'entre elles, c'est cette rencontre relativement violente avec une patiente et avec sa sœur. Et effectivement, je me rappelle cette jeune femme qui me disait « Vous devez apprendre à dire que vous ne savez pas ». Et je dois bien dire que quand je rentre, là, je me dis qu'elle n'a pas tort. Mais moi, très concrètement, j'ai envie que cette situation-là ait des réelles conséquences au sein de ma pratique au quotidien, et je décide d'entreprendre, d'élaborer et d'ouvrir une première unité à titre expérimental où nous allons essayer de travailler différents aspects de la maladie à partir d'un principe très simple, et qui est ce que je retiens personnellement d'Apeldoorn, c'est la création d'une communauté qui rassemble les soignants, les patients et leurs familles. Et donc, qui implique la participation de chacun dans le processus de pensée et de vie de la maladie. Alors, comment ça se passe? Moi, j'en parle à mon conseil d'administration quand je rentre à Paris. Nous sommes en septembre 2013 et on va dire près de 6 mois plus tard, autour du mois de mars 2014, nous lançons une première expérimentation. Alors, sur quoi elle porte? Alors, elle porte sur plusieurs choses, mais déjà sur une approche globale de la maladie qui va donc autant nous amener à nous intéresser à côté, en quelque sorte, de ce que nous, on est amené à appeler la recherche, à côté de cet espace-là de la recherche, une réflexion sur des questions qui sont relatives au cadre de vie et évidemment des questions qui, en amont, vont toucher à la manière dont on aborde le protocole qui avait été mis à l'époque en critique dans cette histoire particulière avec ma patiente. Comment cela va se dérouler ? Évidemment, moi je me trouve en face de familles qui viennent aussi avec leurs problèmes, qui viennent aussi avec leurs plaintes. Je me trouve en présence de patients qui, eux, viennent avec leurs frustrations, viennent avec le sentiment qu'aucun horizon est ouvert. Et je dis à chacun d'eux, comme on le dit avec notre équipe tout entière, nous attendons que vous soyez force de proposition. Et dès lors que l'unité démarre en mars 2014, on est en présence de patients qui prennent soin d'eux, qui prennent des initiatives, qui participent, et effectivement, l'ensemble des outils qu'on va développer, qu'il s'agisse d'un cendrier ou qu'il s'agisse de tout autre outil pouvant améliorer le confort du patient, chacun sera amené à faire des propositions et se composera une première unité de travail où vraiment la participation de chacun sera importante. Et ça va avoir un ensemble de conséquences. Alors évidemment, moi je parle de cette expérience, il est peut-être trop tôt pour tirer des conséquences en profondeur de ce qu'elle va apporter, puisque maintenant ça fait aujourd'hui 9 mois que nous avons démarré, donc de septembre 2014 à aujourd'hui, décembre 2014, nous ne pouvons pas vraiment en fait faire de grandes analyses. Mais déjà, j'avais le souhait, dans le cadre de cette communication, de porter à votre connaissance cette première expérimentation, dans l'espoir que nous serons amenés, avec vous et avec d'autres collaborateurs, à pouvoir la poursuivre, la penser, la partager. Merci à vous.